Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Lettres ouvertes à la diaspora, un podcast fait par nous et pour nous. Et aujourd'hui, on est avec une invitée, comme toujours. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Marie Joyeuse, j'ai 26 ans, je les ai eus en mars. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je suis en France. Voilà, j'ai fait toutes mes études ici, tout mon parcours scolaire, donc je vais essayer au mieux de répondre à tes questions. Merci de m'avoir invitée. Eh ben, je t'en prie, bienvenue à toi. Donc, on va commencer déjà par... Donc, tu t'es présentée, merci beaucoup. Tu fais partie de quelle diaspora? C'est assez compliqué, je te cache pas. Mes deux parents, ils sont d'origine rwandaise. Ok. Et donc, en fait, avant même ma naissance, eux-mêmes ont immigré. Ils ont immigré au Congo. Ok. Pour une première fois, ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés là-bas et ils m'ont eu là-bas. Sauf qu'au Congo, il y a aussi eu une guerre civile et ce qui a fait qu'ils ont dû quitter le pays et ils sont partis au Cameroun avec mes grands-parents. Donc en fait, au Cameroun, mon petit frère est né et donc moi j'avais à peu près 1 an, sauf qu'au Cameroun, ça allait pas non plus et ma mère a fini par arriver en France avec moi et mon petit frère en 2002. Ok, donc du coup, premièrement, tes parents étaient rwandais. Enfin, Ouais. tes parents sont rwandais. Ouais. Ils sont partis habiter au Congo. Oui. Et Et c'est du là que je Congo, suis née. donc tu es né au Congo. Moi, je suis née au Congo. Ouais. Ok. Et du Congo, ils sont partis au Cameroun à cause de la guerre. Oui. Et ton frère est né au Cameroun. Oui. Et donc du Cameroun, ta maman est venue en France. Oui. Ok. C'est sportif en vrai. C'est vrai que ça fait un parcours, mais c'est ton parcours. Ouais. Donc du coup, vous vous êtes tous retrouvés au Cameroun, on est d'accord, ton frère et toi. Ouais. Étaient au Cameroun. Pourquoi vous y êtes arrivés avec ta maman en France? J'avoue que j'ai pas forcément tous les détails, mais j'imagine que c'était au niveau des conditions de vie et vouloir autre chose. Actuellement, il y a encore mes grands-parents du côté maternel qui sont au Cameroun. Mes grands-parents du côté paternel et toute la famille de mon père est restée au Rwanda. Donc, ce qui les a poussés déjà à partir du Rwanda, c'était le génocide. Ouais. Donc, ma mère, elle avait autour de 15 ans, un peu moins de 20 ans quand ça s'est passé. Mhm. Et voilà. Et au Cameroun, j'imagine que c'était pas mieux pour mes grands-parents et ça a été décidé qu'on aille en France. Quand tu dis ça a été décidé, c'est-à-dire... Ma mère, elle veut pas forcément parler de cette période. Du coup, je pense que c'est surtout des trucs d'adultes, on va dire, Ok. de mon père qui envoyait de l'argent pour que la famille puisse immigrer pour avoir les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé aussi, parce que mon frère, quand il est né, il avait des problèmes orthopédiques. Ok. Donc, et pareil, on porte des lunettes, moi et mon frère, donc on avait aussi pas mal de problèmes de vision. Est-ce que tu te souviens du moment où on t'a annoncé que tu devais partir? Honnêtement, non. Non, je me rappelle pas de la transition, j'avais 2 ans, voire moins, donc je me rappelle pas de la transition, je m'en rappelle qu'à partir des souvenirs de ma mère et de ce qu'elle est capable de me dire ou pas. Ok. Elle te parle souvent de cette période ou pas? Non, je sens Ouais. que c'est quand même un truc assez compliqué pour elle. On n'en parle pas, mais je le vois aussi à travers les photos. Notre arrivée en France surtout, que ce soit... ça m'a pas marqué le départ, mais l'arrivée m'a marqué. Pourquoi? Parce que je me rappelle des changements d'hôtel, des conditions sociales dans lesquelles on était, ou la précarité. T'es Mhm. une femme célibataire, ma mère, elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans. Donc en fait, elle avait 21 ans, 22 ans quand elle arrive en France. Là, j'en ai 26, donc c'est aussi un truc que je visualise actuellement dans ma vie. Parce que avec du recul, je me dis comment elle a pu traverser tout ça en arrivant en France, dans un pays qu'elle connaissait pas, avec 2 enfants en bas âge, et qu'elle ait dû faire la queue pour des denrées alimentaires, faire la queue pour avoir un endroit où dormir le soir. Mhm. On avait eu la chance d'avoir une chambre dans des hôtels. Je me rappelle, ma première arrivée dans le 91, c'était l'hôtel Confort à Conseil. Donc, je sais qu'on partageait une chambre, qu'on n'avait pas le droit de cuisiner dans cette chambre. Mais mon frère, c'était un enfant, il avait besoin de lait chaud, de ce genre Oui. de choses. Donc, je me rappelle de ces moments-là, quoi. Et est-ce que tu dirais que tu as emporté avec toi des choses émotionnelles? Du pays, Ouais. honnêtement, non. Je pense qu'il y a une transition qui s'est faite et qui a été limite une coupure. Parce que ma mère m'a dit que apparemment je savais parler couramment
ma langue. Je parlais très bien, que ce soit le Kinyarwanda pour le rwandais, le Lingala pour le congolais ou autre. Parce que ma mère aussi parle swahili. Ouais. Et en fait, en arrivant en France, il y a eu une coupure où j'ai plus du tout eu... j'ai appris le français, en fait, et j'ai tout oublié. Je sais pas si c'est parce que j'étais très jeune ou parce qu'on parlait plus aussi à la maison, quoi. Il y avait une volonté de s'adapter. Mhm. Donc, en fait, tout ce qui est le passé, pour ma mère, ça a été le passé, et donc il n'y a pas eu de... À partir du moment où vous êtes arrivé en France, c'était comme si le Rwanda, le Cameroun ou le Congo, c'était derrière vous. Ouais, Et nouveau du coup, départ. arrivé ici, il fallait tout effacer. Je C'est pense ça. que, ouais, nouveau départ parce que on voulait aussi oublier, hein, parce qu'on va pas se mentir, les conditions qui ont poussé au départ, c'était la guerre surtout. Donc j'imagine qu'il y avait vraiment une volonté d'oublier et de passer à autre chose. Pour toi, ton arrivée en France, enfin l'épisode même du changement des pays et de l'arrivée en France, est-ce que c'est quelque chose que tu dirais qui t'a déstabilisé? Moi, je pense que c'est arrivé plus tard. C'est Ouais. arrivé plus tard, surtout au collège, pour moi, que j'ai réalisé d'où je venais, on va dire. Parce que avant le collège, j'avais pas conscientisé le fait que j'étais étrangère. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité ici, toutes mes premières rentrées. Mhm. J'avais été, je crois, 1 mois à l'école au pays. Ok. Donc, j'avais pas forcément eu le contact avec d'autres élèves, d'autres petits de mon âge. Et quand j'ai eu la chance de rentrer à l'école, bah, toute ma scolarité s'est faite en France. Et c'est au collège que je me suis posé la question, ah, mais je suis pas française, je suis pas née ici. Ouais. Et quand on me demandait d'où je venais et qui j'étais, je disais que j'étais congolaise. C'est que plus tard que j'ai réalisé réellement que j'étais rwandaise parce que mes papiers, c'est pas moi qui m'en occupais. Ma mère, elle nous parlait que du Congo. Les plats qu'on mangeait typiques, c'était des plats congolais. Ouais. Donc, tu n'avais pas ce rattachement au Rwanda, en fait. Non, pas du tout. C'est arrivé assez tard. Et c'est ce qui a fait, je pense, un questionnement, naître un questionnement en moi. Et quand tu as eu justement ce questionnement, est-ce que tu en as parlé à ta maman? Est-ce que quand tu rentrais du collège, tu lui disais, mais en fait, je viens d'où? Ouais, je lui ai posé les questions, mais ça veut pas forcément dire que j'ai eu des réponses. Ah ouais? Ouais. Ok. Et c'est dans ce sens-là que tu comprends que nous, je pense, jeunes issus de la diaspora ou la deuxième génération d'immigration, Mm. on n'aura jamais le vécu de nos parents, quoi. Ouais. On n'aura jamais la douleur qu'ils ont traversée ou le parcours qu'ils ont... On peut qu'imaginer. Donc, le fait de poser des questions, j'entends et je comprends que ça puisse la blesser parce que ça lui rappelle des souvenirs qu'elle essaye d'oublier aussi, tu vois. Donc, c'est des discussions qu'encore aujourd'hui, j'essaye d'initier et encore aujourd'hui, je sens C'est que difficile. c'est très compliqué, oui. Mais tu le comprends, ça? Ouais, je le comprends. J'ai Ouais. fini par accepter et aller chercher mes réponses moi-même Mhm. via des reportages, via des documentaires, via de la lecture aussi. J'ai eu une phase, et encore aujourd'hui, où je lis beaucoup sur des auteurs rwandais Mhm. à propos du génocide, ce qui s'était passé. Il y a des amis à ma mère qui ont écrit des livres aussi. Donc, Ouais, c'est vrai? ouais. Ok. Ouais. Et mais je sais que c'était des livres qui étaient dans notre bibliothèque. Elle les a lus. Mais par exemple, on n'a jamais parlé du livre, quoi. Elle lisait dans son coin et puis Ouais. c'est tout. Ok. Est-ce que pour toi, tu dirais que ta maman, elle a essayé d'un peu refouler tous ses sentiments? Je pense. Ouais. Mais c'était une manière de se protéger aussi. Mhm. Hein. Comme j'ai dit, à 22 ans, t'arrives dans un pays étranger, t'es toute seule. Il faut bien que... Je pense qu'elle est en mode survivor et je la remercierai jamais assez pour ça, quoi. Puisque grâce à elle, j'ai pu faire d'excellentes études. Je suis capable de subvenir à mes besoins, mon frère aussi. Ouais. Donc, non, je la remercierai jamais assez, quoi. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale comment tu as vécu tes premières années ici? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, mes premières années, elles ont été assez peace en vrai, hein, assez Mhm. chill. J'avais pas l'impression de sortir du lot et on va dire que j'ai eu de la chance parce que ma vraie scolarité, je l'ai faite dans le 9-1. Ouais. Donc en fait, j'étais entourée de noirs, d'arabes, de blancs aussi. Mais donc je me sentais jamais sortir du lot. Mhm. Et c'est qu'arrivé au collège où j'ai dû comprendre que y avait des vrais Congolais, entre guillemets, à l'école. Et je pouvais pas m'identifier à eux parce que j'étais pas une vraie Congolaise.
Qu'est-ce que tu veux dire par vrai Congolais? Des natifs, des gens qui parlent leur langue, des Ok. gens où il y a eu l'éducation congolaise à la maison. Ça veut dire les parents y parlaient, il y avait la cuisine, il y avait les oncles, les tantes. Parce que, on va dire, ce que j'ai toujours un peu regretté, c'est aussi d'avoir de la famille proche qui puisse m'apporter un peu ce truc d'identification. Mhm. Et quand je voyais que les Congolais, par exemple, ils avaient toujours des anniversaires, des mariages, il y avait un aspect très culturel, très famille, que moi, je retrouvais pas de mon côté. À cette période-là, du coup, tu t'es dit, eux, ce sont des vrais Congolais, mais moi, pas forcément. Alors Moi, pas que, forcément. Ouais. en vrai, tu viens littéralement de... Et j'ai encore du mal à savoir vraiment d'où je viens, je te cache pas. Ouais. T'es un peu perdu avec ce parcours du pays et le fait d'être arrivé là et justement d'avoir été coupé de ta culture. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens et avec lequel j'ai du mal. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que tu es légitime d'être là? Légitime d'être là en France? Ouais. Honnêtement, non. Je sais pas si réellement il y a une réponse à ça. Parce que qu'est-ce qui définirait la légitimité? Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit d'être là? Mhm. Pour moi, oui, tout autant que tout le monde. Et si on peut revenir sur... parce que tu as dit que tu t'occupais pas de tes papiers, etc. Ouais. Mais du coup, quand tu es arrivé ici, ta situation administrative c'était quoi en fait Alors, ma mère, elle est arrivée, comme je l'ai dit, réfugiée de guerre. Donc, elle venait du Rwanda initialement. Donc, on a eu la chance, entre guillemets, quand on arrive dans un nouveau pays, on va pas se mentir, hein, on arrivait sans papier. Mhm. On arrive en avion sans papier ou avec des faux papiers, j'avoue que j'ai pas le détail. Mais quand on est arrivé en France, ma mère a fait une demande d'asile. Et dans cette demande d'asile, en fait, une demande d'asile, c'est quoi? C'est quand tu fuis un pays en guerre, tu as le droit de demander de l'asile dans un pays étranger, Mhm. notamment là en France. Donc on a fait cette demande d'asile et on a obtenu un titre de réfugié. Ok. Donc en fait, actuellement, j'ai un titre de réfugié. D'accord. J'avais un titre de réfugié mineur quand ma mère a fait cette demande. Donc on était tous réfugiés, on l'est encore. Et voilà. Et à la majorité, j'ai dû faire une demande de titre de réfugié, titre de séjour, réfugié majeur. Du coup, le titre de réfugié mineur, est-ce qu'il a une date de péremption ou tu dois la renouveler par exemple tous les 6 mois comme les cartes de séjour, ou alors c'est vraiment quand tu es majeur, tu dois refaire une demande? Pour les mineurs, j'avoue que je ne sais pas puisque je m'en suis jamais occupée, Mhm. puisque c'était ma mère. Mais je sais que pour les titres de séjour majeurs, c'est une durée de validité de 10 ans. Donc Ok. c'est des titres de 10 ans. À mon avis, ma mère, elle a quand même dû faire renouveler nos titres, même en tant que mineure. Si elle, en tant que majeure, elle devait faire renouveler le Ouais. sien, ça me paraît logique. C'est à quel moment que tu t'en es aperçu que tu devais, justement, qu'il y avait une différence entre les personnes qui avaient la nationalité française et toi qui avais une carte de séjour réfugié? À quel moment je m'en suis aperçue, c'est Ouais. ça? Honnêtement, à 18 ans. Direct à 18 ans à ta Direct majorité. à 18 ans. Comment tu l'as su? Je l'ai pas su, on me l'a fait savoir. Je l'ai pas su, on me l'a fait savoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme j'ai dit, je vivais un peu dans l'insouciance. Et en fait, à 18 ans, j'avais trouvé une école d'ingé à Troyes et je devais bouger, sauf que mon anniversaire, il était en mars, il y avait le bac, etc. Et après, je bougeais en septembre. Et en fait, peu de temps après mon anniversaire, mes 18 ans, je crois une semaine ou deux, j'ai reçu un courrier de la préfecture qui m'a informé qu'il fallait que je rende mes papiers. Oui, parce que je venais d'atteindre la majorité et donc mon titre n'était plus valable. Et donc, j'avais plus de papiers. À ce moment-là, je passais le permis, j'avais plus de papiers. Et ils m'ont fourni un récépissé qui n'était pas valable pour passer le permis. Plein de choses. J'ai pas pu ouvrir de compte bancaire avant 19 ans. Il y a énormément de choses qui ont été freinées à ce moment-là. Et ça a été vraiment une gifle, hein, on va pas se mentir. Ça a Ouais. été une gifle. À 18 ans, t'es un enfant, en fait. Et ça change rien. Ça change rien pour l'administration. Il faut que tu fasses les choses, quoi. Du coup, tu l'as su à tes 18 ans. Ouais. Ça a été quoi ton premier réflexe? Est-ce que tu comprenais vraiment ce qui était en train de se passer ou alors
t'as eu un petit moment où tu t'es dit, mais je comprends rien. Ouais. Pas qu'un petit moment, ça a duré très longtemps. Et je m'en veux un peu parce que honnêtement, mon premier réflexe a été d'être en colère contre ma mère. Ah ouais? Ouais. Mon premier réflexe, et je m'en souviens encore, ça a été d'être en colère contre ma mère et de lui dire, mais pourquoi t'as pas demandé la naturalisation? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Et en fait, c'est vraiment avec du recul que je me dis, mais même elle, c'était une enfant, en fait, Bah ouais. tu vois. Mais toi, t'as 18 ans, t'as l'impression d'avoir la vie devant toi et tu te retrouves freiné par l'administration. Et la seule personne à qui tu peux en vouloir, en tout cas à ce moment-là, tu penses que c'est tes parents, tu vois. Mm. Mais je comprends que c'était pas le cas et qu'elle a fait de son mieux. Elle a tenté de demander la naturalisation plusieurs fois, mais c'est un autre, C'est un type autre de sport. parcours, Ouais. ouais. Donc, tu as eu 18 ans, tu as dû faire face à toutes les démarches. Tu as fait quoi comme démarche à ce moment-là? Alors, je me suis dit, let's go, je vais demander la naturalisation directe. Ok. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et comme je disais, j'avais 18 ans, j'étais assez insouciante. Et en fait, il fallait que je passe par une demande de titre de séjour d'abord, avant de pouvoir obtenir la naturalisation. Il fallait que j'ai un document valable d'identité, valide d'identité, pour pouvoir demander la naturalisation. Ok. Donc, j'ai demandé mon titre de séjour dès qu'on m'a demandé de déposer mes papiers. Il a pris 1 an et demi à arriver. Je l'ai eu en... non, 1 an. Je l'ai eu en février 2019. Et tes papiers se sont... Ils m'ont expiré en mars Ouais, 2018. en mars 2018, ok. 11 mois, on va dire. Ouais. Et en fait, le temps de ces 11 mois, le seul document qu'ils m'ont donné, c'était un récépissé à renouveler tous les mois. Ouais, tous les mois à la préfecture de l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, alors que en mars, je déménageais pour mes études. Mais tous les t'étais mois, à 3. oui, tous les mois, en semaine, forcément, je devais revenir pour renouveler mon titre, mon récépissé, qui me permettait de juste pouvoir circuler et étudier. Mon récépissé, c'est ce qui m'a permis d'étudier la première année. Mais avec un récépissé, tu peux pas ouvrir de compte, tu peux pas te présenter à des examens officiels, notamment le permis de conduire. Et voilà, pendant 11 mois, j'avais un récépissé. Cette première année d'études, elle a été très compliquée, les 2 premières années d'études, parce que même après avoir obtenu le titre de séjour, il fallait un peu que je rattrape mon retard. Et je me sentais encore déboussolée. Et tu as la pression des parents qui disent, mais enchaîne, fais la demande de naturalisation, Ouais. fais ci, fais ça. Et Alors que toi-même, tu t'en sors même pas avec Ouais. le récépissé. Enfin, Ouais. quitter 3, revenir dans le 9-1 et tout. Ça a été très compliqué. J'ai fini par arrêter. Ouais, j'ai fini par arrêter au bout de 2 ans de prépa intégrée. Par arrêter la prépa? Ouais. Ok. Parce que je voulais faire une année supplémentaire et ils me l'ont refusé. J'ai justifié en expliquant mes problèmes de papier et ils m'ont dit que le motif n'était pas valable. Ils t'ont refusé ta 3e année à Ouais. cause de tes absences dues Ouais. au fait que tu devais partir dans le 91 pour renouveler ton récépissé. C'est ça. Et quand j'ai présenté le motif en expliquant bien mes demandes de rendez-vous à la préfecture d'ailleurs, il faut qu'on en parle, parce que mon premier contact à la préfecture, c'est ma mère à 5h du mat qui me réveille pour qu'on aille faire la queue pour obtenir Ouais. un récépissé, quoi. Et c'est là que tu te dis, mais t'as fait 18 ans de ta vie ici, 16 ans de ta vie ici, mais ça change absolument rien. Ça change absolument rien. Pour eux, t'es quand même pas légitime d'avoir Ouais. une Je naturalisation. suis arrivée et c'est comme si j'étais arrivée hier, quoi. Ouais. Donc là, on revient à la question de légitimité. Je pensais avoir le droit tout autant que les autres et on m'a montré que non. Ouais. La préfecture t'a montré que... Ah non. Mais tu vois, pour le coup, je trouve ça un peu injuste parce que comme t'as dit, tu te souviens même pas de tes années sur le continent, que ce soit au Rwanda, au Cameroun ou au Congo. Tu te souviens même pas de ces années-là. Toi, tu te souviens vraiment, tes premiers souvenirs, c'est ton arrivée en France. Et pour le coup, même en ayant ça, en étant arrivé à 2 ans en France, en ayant fait toute ta scolarité, puisqu'au final, tu n'as fait que 1 mois de scolarité au Cameroun. La plupart de tes années d'études, tu les as fait là. Tous Ton mes bac, tu l'as eu là. diplômes, Tes diplômes, etc. ça vaut absolument rien. Et au final, on te refuse quand même la naturalisation. Mm. Mais c'est quoi le motif?
Tu parles, on m'a pas officiellement refusé la naturalisation pour l'instant. Je suis Ok. encore en démarche. Mais, quand tu passes de titre, par exemple, ça aurait dû être plus simple en fait pour moi de passer de titre de réfugié mineur à titre de réfugié majeur, mais absolument pas. C'est ça en fait qui m'a choquée, c'est de me dire, ça fait 16 ans que j'ai ce titre, ça n'a pas posé de problème, pourquoi la transition elle se fait pas beaucoup plus Mm. simplement? Et, euh, et quand j'en parle à ma mère, le seul motif, c'est le seul argumentaire qu'on a, c'est habitue-toi, ils font ça pour faire tourner la tête des gens, Ouais. habitue-toi. Mais moi, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en mode, je comprends pas. J'ai, j'ai une indignation et c'est horrible de pas pouvoir la communiquer parce que tu te sens pas légitime. Ouais. Parce que dans tous les cas, c'est pas réellement ton pays. Parce que dans tous les cas, c'est toi qui es demandeur. Mais même si tu es demandeur, j'estime qu'on a le droit d'être traité correctement. Et ce que l'administration française se permet, je n'ai pas l'impression que ce soit correct. Ouais, ouais. Mais tu sais que ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre un peu dans toutes les communautés, les personnes qui essaient de demander la naturalisation, surtout actuellement dans le contexte actuel politique, ça devient de plus en plus dur. Mm, mm, Et mm. ça, c'est quelque chose que on doit en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent venir en France pour se dire que voilà, la vie, elle est simple, etc. Mais maintenant, trouver un travail avec une carte de séjour, c'est compliqué. Comme tu as dit, passer le permis, les examens officiels avec un récépissé, c'est compliqué. Mais à côté de ça, ils ne facilitent pas non plus la demande de naturalisation, la demande de carte de séjour. Mm. Enfin, on va en revenir après, mais voilà, on doit passer par plusieurs étapes Ouais. très longs, des délais d'attente très longs. Et comme tu as dit, je pense que tu parlais d'avant, le fait de se lever à 4 heures pour aller devant la préfecture. Oui. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus possible parce que tous les rendez-vous se font sur Internet. Ce qu'on croit, les gens se lèvent encore à 4 heures. Les gens, ouais, J'y étais la semaine dernière à la ouais, préfecture. ouais, il y en a encore mais il y en a qui dorment devant même, Il y en a qui pour être dorment les devant. premiers Et devant. les gars, c'est horrible. Tu vois les Ouais. gens se battre. Tu vois les gens. Et en fait, quand tu fais tes études ici et que tu as l'impression que la France, elle te promet pas mal de promesses, pas mal d'espoir aussi, hein. Et je suis très contente de ça. Je me dis, mais j'ai énormément de chance. Mais quand tu vois la préfecture, tu te dis, mais cette réalité, on nous en parle pas. Mm. On nous en parle réellement pas. Les arnaques aux timbres Ah fiscaux, ouais. c'est un monde. C'est Les un monde. avocats aussi. Les avocats aussi Ouais. qui t'arnaquent, hein. Et du coup, donc, qu'est-ce qui t'a épuisé dans ces démarches, concrètement? Est-ce que c'était un épuisement moral ou physique ou les deux? Et c'est quoi en fait que... Enfin, si on te dit là, qu'est-ce que tu pourrais reprocher? Je pense que c'est un épuisement moral. C'est un épuisement moral de ne pas se sentir humaine, en fait, des fois. De pas se sentir traitée et valorisée comme étant une personne comme les autres. Je me sens pas une personne comme les autres quand je dois faire mes démarches. Mhm. Parce que on n'a pas d'interlocuteur. Les gens sont des machines en face de nous. Les gens nous disent, on a 5 minutes par personne, j'ai pas le temps de t'écouter. Littéralement. Mm. Littéralement, on m'a déjà dit ça. Quand je posais des questions, on a 5 minutes par personne, j'ai pas le temps de t'écouter. Alors que c'est le seul créneau que tu as, rendez-vous, tu as le droit de parler à quelqu'un en face de toi, la personne n'a pas le temps pour toi. Alors que justement, tu es là parce que toi-même, tu comprends rien aux démarches que tu dois faire en fait. Mhm. Personne n'est là pour t'aider. Ouais, complètement. Euh, C'est la vie, hein. Franchement, des fois, il faut... Dans ce parcours-là, je pense que j'ai appris à beaucoup relativiser, prendre du recul sur ma situation, parce que sinon, dépression. ouais, tu peux facilement... Dépression. Mm. La situation... Tu es obligé de voir le positif, tu es obligé de voir les petites victoires, et tu es obligé d'être reconnaissante, que ce soit vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis du système, entre guillemets, parce que bon, j'ai des opportunités que je sais que j'aurais pas eu forcément à cette hauteur-là dans mon pays d'origine, tu vois. Mm. Mais voilà. Donc il faut pas être trop dans l'indignation parce que sinon ça te bouffe de l'intérieur. Ouais. Et il y a que à toi que ça fait du mal. Mais justement, de ton point de vue, comment est-ce que on fait quand on sait que son avenir dépend d'un bout de papier? Parce que comme tu as dit, le permis, ça t'a freiné.
regarde ton école, du coup, t'as pas pu y aller et au final, l'excuse n'est même pas valable. Comment est-ce qu'on fait quand on sait que ça dépend de ça, en fait? Honnêtement, on n'y pense pas. On fait rien. Parce que t'apprends à te dire que t'as aucun pouvoir là-dessus. Et si tu y réfléchis trop, tu te sens pas bien. Parce que t'as aucun pouvoir là-dessus. Pour le coup, là, c'est quelque chose que toi, tu ne peux même pas contrôler. Non, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'être passive. Donc autant être passive en étant positive, parce que sinon, tu te tires une balle dans la tête. Hein. Du coup, comment s'est passé tes premiers moments à la préfecture quand tu as fait face à tes demandes qui ont été refusées, etc. Même le fait que tu aies vu des gens dormir, la première fois que tu as vu ça, quelles questions tu t'es posées? Honnêtement, ça m'a attristée. Ça m'a attristée, comme je l'ai dit. Je me suis dit, mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si bien à être français, tu vois? Et j'avais l'impression que ça avait pas d'importance avant. C'est ça le truc. C'est que je vivais dans l'insouciance parce que pour moi, ça avait pas d'importance. Que j'ai un titre de séjour ou que j'ai un titre français, ça avait pas d'importance pour moi sur la manière dont je me sentais. Mais c'est aux yeux du monde et de l'administration que je vois à quel point ça a de l'impact. Et ça, je le regrette, ça m'attriste beaucoup. Mes premiers contacts avec la préfecture, c'est très triste. Est-ce que tu dirais que ces années, tu es encore en démarche, est-ce que pour toi, ces années t'ont volé quelque chose? Est-ce que ça a volé, les démarches, etc., est-ce que ça a volé des années de ta vie? Totalement, ouais. Ouais. Totalement. Tu dois grandir plus vite. Parce que, comme je disais, au début, j'en voulais à ma mère. Mais en fait, ma mère, elle va pas toujours faire les démarches pour moi. Et ça s'est montré puisqu'elle n'a pas pu les faire quand j'étais mineure. Donc, en tant que majeure, elle ne pourra pas les faire non plus. Donc, en fait, tu dois grandir, tu dois réfléchir, tu dois te dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu dois te renseigner, tu dois te lever tôt, tu dois démarcher. Ça a volé des années d'insouciance, on va dire. Ouais. T'as fait directement un saut dans ta vie adulte. Dès que tu as 18 ans, t'es plus une enfant, en fait. Ouais. Et est-ce que justement tu voyais cette différence avec tes amis de la fac ou du lycée? Par exemple, tu me dis que tous les mois tu devais repartir à la préfecture dans le 91. Est-ce que justement c'est quelque chose qui t'a fait perdre au niveau de ta sociabilité? Puisque du coup tu es arrivé dans un endroit que tu connaissais pas, etc. Tu voulais forcément sortir avec tes amis, mais il y a un moment donné où tu devais faire toi-même tes démarches. Ou par exemple, tes premiers voyages en étant majeur, avec un récépissé, du coup, comment t'as fait? Alors, oui, ça a été assez dur à ce moment-là. Et c'est horrible à dire, hein, mais j'en ai aussi voulu à mes proches, aux amis que je m'étais fait à ce moment-là, parce qu'ils n'étaient pas dans la même situation et qu'eux, ils pouvaient profiter pleinement. Et je leur en ai voulu de ne pas me comprendre à ce moment-là. Mais comment comprendre quand tu n'as jamais été face à cette situation? À ce moment-là, pareil, on sortait, on faisait plein de choses et la plupart du temps, ils essayaient de prévoir des voyages. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai déménagé à 18 ans, j'avais pas de titre de séjour, donc j'avais pas de possibilité d'ouvrir aussi un compte bancaire. Donc j'avais une carte nickel. J'avais une carte nickel à 18 ans. En octobre, ma mère elle me faisait des petits virements dessus et tout. Je la rechargeais au tabac. Et après, j'allais voir mes potes en soirée et tout le monde payait et tout, des trucs. Et moi, je suis là, j'ai ma carte nickel. Je dois gérer mon budget, je dois payer mon loyer. Et je sais qu'on n'a pas les mêmes difficultés, tu vois. Je sais qu'on ne vient pas du même milieu parce que j'étais dans une école d'ingé. La plupart des gens, ils venaient soit du centre de la France, soit du sud, des trucs comme ça. Ceux qui venaient d'Île-de-France, ils venaient de Saint-Germain, tu vois. Donc, c'était confortable, quoi. La vie, elle était assez confortable pour la plupart, sauf pour moi. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Et quand je refusais des sorties, ça m'en voulait de refuser des sorties et de ne plus me rendre disponible alors que j'avais plus de sous, quoi. J'avais pas la possibilité de dépenser autant, j'avais pas la possibilité de ne plus penser autant parce que je devais me dire que le mois d'après, je devais pouvoir payer mon billet de train pour pouvoir refaire mon récépissé.
en fait. Donc ça a amené beaucoup de stress. Et comme tu as dit, ce truc où tu penses plus. Ouais. Donc tu es moins dans le je profite à l'instant T. En plus, à ce moment-là, j'avais aussi mon premier copain. Ok. Mon premier copain, il était blanc. Et donc, tu as plein de trucs où tu peux pas lui parler. Il comprend pas, en fait. Tu te Il y avait un caches. certain décalage, tu dirais, dans ta première relation, Ouais, du fait qu'il ne comprenait pas forcément tes difficultés administratives. ouais. Et surtout, j'en parlais pas, en fait. Je me rends compte que je me cachais avec Ouais. du recul. C'est des trucs que je voulais pas accepter de moi-même parce que j'avais pas l'impression que ça faisait partie de moi. T'étais un peu dans le déni. Totalement. Ouais. Tu préférais justement être dans le déni, histoire que ça ne te bouffe pas de l'intérieur. Ouais, totalement. Ok. Wow. Et du coup, est-ce que justement tous ces sentiments, tu en as parlé à tes parents, histoire de leur dire comment tu te sens par rapport à cette situation? Et Non. peut-être que bah voilà, ta maman t'aurait compris, vu qu'elle aussi, c'était difficile à son arrivée, elle était toute seule, etc. Ou est-ce que tu en as préféré ne pas du tout en parler? Non, j'ai préféré ne pas en parler parce que le peu de fois où tu l'évoques, tu sens que, je sais pas si c'est comme ça pour les parents des autres, mais le peu de fois où tu l'évoques, tu as l'impression que tu fais un manque de gratitude. Et que c'est comme si ta douleur était une attaque pour eux. Ok. Parce que eux, ils ont quitté ce pays-là, ils ont fait tant d'efforts pour que toi, tu sois bien. Donc le fait que malgré tout, tu ne sois pas bien, ça leur renvoie à eux leur faute. Mhm. Donc en fait, la discussion, elle est coupée et tu sais que tu peux pas te plaindre en fait parce que t'as aucune raison de te plaindre. Parce que tout est censé bien aller, parce que Ouais. tu as l'opportunité de faire des études, parce que tu es parti, parce Mm. que tu peux pas te plaindre. Et à ton frère, Ah, tu en mon as frère, parlé? oui. À ton frère, ouais, Oh, parce mon frère, qu'au oui. final, il vit la même chose. Ouais. Il l'a vécu un peu plus tard, parce que du coup, c'était mes 2 premières années et on a 2 ans d'écart. Mais il l'a vécu, oui. Mhm. Et ce que j'essaye au maximum, en tout cas ce que j'ai essayé pour mon frère, c'est de faire en sorte de paver le chemin. C'est moi je souffre pour que lui ce soit plus simple. Donc je lui dis ok, il faut que tu fasses ça, ça, ça de cette manière-là pour que ce soit plus simple et que t'aies pas à te prendre la tête ou à te lever à 5 heures du mat pour avoir Ouais. un rendez-vous, tu T'as un peu vécu le parcours pour vous deux. vois. Ouais, j'essayais. Ouais. Et tu le fais encore aujourd'hui? Non, c'est... En vrai, si. En vrai, si. Je m'en rends compte puisque je suis toujours dans l'administratif. Je suis en mode, tente ça, contacte telle personne. Mhm. Parce que, rien n'a changé, en fait. Rien n'a changé. Mm. Donc, je suis un peu obligée encore, ouais. Est-ce que tu dirais que à partir du moment où tu aurais cette naturalisation, il y aurait un point en moins qui partirait Totalement. de toi? Ouais. Totalement. J'avais pas l'impression que ce poids, il vient pas de moi, en fait. C'est ça Mm. qui me choque avec du recul, c'est que ce poids, il vient pas de moi. C'est vraiment les autres, en fait. C'est c'est l'environnement qui m'impose ce poids parce que je me sentais très bien dans ma vie, j'étais très heureuse, j'avais plein d'opportunités. Et en fait, tu as eu un rappel de la réalité. Ouais. Est-ce que c'est justement ce rappel que tu veux éviter à ton frère, que tu as voulu éviter à ton frère? Ouais, que le choc il soit trop grand, que la transition elle soit Ouais. trop importante. Et trop brutal. Ouais, Ok. trop brutale, c'est le mot. On va revenir un peu sur cet épisode. Mais là, justement, j'aimerais parler de ton retour dans ton pays d'origine. Est-ce que, du coup, tu es déjà retourné, on va parler du Rwanda, du Congo ou du Cameroun. Est-ce que tu es déjà retourné dans ces 3 pays? Alors, ce qu'il faut comprendre quand on a un titre de réfugié, c'est qu'on a le titre de réfugié, il est valable en se disant que t'as plus, vu que tu t'es réfugié d'un pays en guerre, t'as plus l'opportunité de retourner dans le pays. Si tu retournes dans le pays, tu perds ton titre. Ok. Donc, j'ai pas le droit d'aller au Rwanda tant que j'ai un titre de réfugié. Donc, la naturalisation, elle me permettrait aussi d'aller au Rwanda. Ok. Donc là, j'ai pas la possibilité d'aller au Rwanda, j'y suis jamais allée. Le Congo également, parce que j'ai pas de famille au Congo, même si j'y suis née, on n'a pas d'attache réellement là-bas. Et le Cameroun, j'y suis allée plusieurs fois, je crois 2 fois dans ma vie. La première fois, je devais avoir 12-13 ans, je m'en souviens pas réellement. Et la
deuxième fois, c'était l'année dernière. Ok. Donc, je voulais absolument y aller. Très belle expérience, puisque pareil, comme je t'ai dit, j'étais en quête un peu de moi-même et de la famille aussi. J'avais besoin de rencontrer ces gens-là, parce que c'est des gens que tu vois que par téléphone, etc. Mais est-ce que c'est réellement de la famille? Moi, j'ai un avis là-dessus. J'ai un avis sur le fait que tu peux pas, en tout cas pour moi, tu peux pas réellement entretenir une relation à distance en disant que c'est de la famille alors qu'ils sont pas forcément là dans les moments importants pour toi. Et toi aussi, vice-versa, hein, t'es pas là dans les moments importants. Mais les seules transactions qu'il y a, c'est les coups de fil et les sous. Mhm. Donc ça, c'est un autre débat. Mais ouais, j'avais du mal avec cette famille-là. Donc les voir pour la première fois, ça a fait quelque chose. Ok. Et c'était pas comme je l'espérais. C'était pas comme je l'espérais parce que en fait, de leur côté, ils pensent que la France, c'est tout beau, tout simple, c'est incroyable. Et on doit envoyer des sous alors que on travaille pour ces sous-là et que c'est hyper compliqué. Et en plus, il n'y a pas de vrai lien qui s'est noué parce qu'ils te considèrent comme un enfant. Alors que, comme j'ai dit, tu as dû grandir plus vite. T'es pas un enfant, en fait, avec tout ce que tu as vécu. Mais là-bas, t'es pas considéré comme un adulte et il y a personne qui te prend au sérieux Ouais. ou qui écoute ce que tu as à dire. Donc, j'ai eu de la chance énormément de grandir avec une mère qui m'a toujours poussée à m'exprimer, qui m'a poussée à dire les choses ou quand je suis pas d'accord et à exprimer mon point de vue. Donc, arriver là-bas et avoir ce truc de sois calme et tais-toi, genre. Ça a été un choc. Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur tes sentiments que tu as vécu là-bas? Là-bas, il y a eu beaucoup de désillusions. Beaucoup de désillusions, de tristesse. Je me sentais seule, alors que j'étais censée être entourée de ma famille. Mhm. Je me sentais très, très seule. Parce que même ma mère, je voyais que... J'ai vu aussi une nouvelle facette d'elle. J'y suis allée avec ma mère. Et ma mère, c'est la fille d'autres personnes, en fait. Et c'est la sœur d'autres gens. Et j'étais en mode, ah, mais... c'est- genre, c'est eux sa famille ou c'est nous sa famille? Donc, Mhm. t'en viens à mettre en dualité les trucs, alors que ça n'a pas de sens. Parce que tu vois que elle est plus proche d'eux, elle se comporte différemment, parce que moi, je l'ai jamais connue dans ces années-là, de la manière dont elle est à la maison avec moi et mon frère, quoi. Ouais. Là, tu l'as pas connue en tant que mère, Ouais. tu l'as connue en tant que... En tant qu'une fille qu'on vient réveiller le matin parce qu'elle dort trop, tu vois. Est-ce que, justement, est-ce que voir ta maman comme ça t'a pas justement, je sais pas, fait du bien, ou alors est-ce que la voir dans une autre face, d'une autre manière, est-ce que tu t'es pas dit, mais j'aimerais bien en fait connaître cette dame de Hum, cette manière? honnêtement, sur le coup, j'avoue que j'étais très focalisée sur moi-même et sur le fait que je me sentais un peu delusional, genre Mhm. c'était pas comme je l'espérais. Moi, je voulais sortir, découvrir le pays, venez, Ouais. on va là-bas, on va là-bas. Et c'était très, tu sors pas déjà sans un homme, on t'enfermait un peu, tu sors pas accompagné. Et je comprends, mais ça maudissait un peu le pays. Ah, dehors c'est dangereux, dehors c'est Mhm. dangereux. Donc je me sentais très mal et j'avais l'impression de ne pas être soutenue par ma mère. Mais avec du recul, je me rends compte qu'en fait, juste elle vivait son truc et parce qu'elle aussi, sa famille lui manque en fait. Mhm. Donc c'est avec du recul que j'ai compris ça et que je voulais connaître cette dame-là, tu vois. On va parler du retour au pays. Toi, tu étais partie dans le but de découvrir et justement de découvrir tes racines finalement. On t'en a un peu en empêché parce que t'as rien visité de ce que Ouais. tu me dis. T'es pas trop sortie, t'as pas, je sais pas, par exemple, fait des musées ou parler justement de ce qui s'est passé, de pourquoi tu es arrivée et tout. Comment tu t'es sentie sur place et à ton retour? Alors, sur place, c'était très... j'avais beaucoup de colère, encore une fois. Peut-être je suis une meuf très colérique, hein. Mais j'avais beaucoup de colère Ouais. parce que je me sentais enfermée et je comprenais pas pourquoi. J'étais arrivée avec des espoirs et je pense que j'avais énormément d'espoir sur la manière dont je voyais les choses, dont je voyais le lien. Avec du recul, je me dis, est-ce que j'avais une vision un peu coloniale de la chose? Mhm. C'est à eux de m'apporter des trucs et pas à moi de... Tu vois? Ouais. C'est à eux de me faire changer de perspective, de la manière dont le continent il est représenté.
Alors que eux, ils vivaient juste leur vie parce qu'eux aussi, ils ont un taf et ils ont des choses à faire. Ouais. Mais ouais, personne n'avait forcément le temps pour moi et ça me mettait en colère et ça m'attristait. Ouais. J'ai passé 2 semaines là-bas et j'ai passé 2 semaines chez mes grands-parents. Donc, je faisais pas grand-chose. Il y avait des coupures d'électricité des fois. On parlait de légitimité. Comme tu as dit, en France, tu t'es pas senti légitime. Enfin, à un moment donné de ta vie, tu t'es pas senti légitime à cause de cette administration. Est-ce que au Cameroun, tu t'es senti chez toi, légitime d'être là-bas ou non? Non, absolument pas. Mhm. Absolument pas. Ce qui faisait que j'étais aussi en colère, c'est que dans les moments familiaux, dans les événements, tout le monde parlait la langue. Donc, en fait, il n'y avait pas forcément de volonté de m'amener dedans, j'avais l'impression, mais parce que je me sentais en décalage, parce que je parlais pas ma langue. Donc, donc déjà, je comprends pas ma famille, je comprends pas les gens qui sont là-bas. Quand je voulais aller au marché, j'y allais, mais ça se voit à 10 000 lieues, je suis française, tu vois. Donc, donc ouais, c'était compliqué. J'ai pas de légitimité non plus d'être là-bas. Et c'est pour ça que ça a amené aussi un peu de tristesse en revenant. Et qu'on va dire que, j'avoue, j'ai mis un peu de côté. Avec du recul, là, quand on en parle, je me rends compte que j'ai mis un peu de côté ma quête de sens. Parce que, est-ce que je vais vraiment arriver au bout de quelque chose, tu vois? J'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai toutes mes premières expériences, toute ma vie, elle est ici. Qu'est-ce que je vais chercher ailleurs, tu vois? Mhm. Du coup, tu t'es dit, en fait, ma vie sur le continent, je veux plus trop... Enfin, t'as arrêté d'y penser. Je dirais pas que j'ai arrêté d'y penser parce que je m'intéresse quand même et je suis très contente d'être sur ce podcast-là puisque je m'intéresse au fait d'investir aussi sur le continent Mhm. parce que je perds pas de vue les enfants qui étaient en face de chez mes grands-parents. Et j'ai beaucoup reçu, que ce soit de ma mère, que ce soit de la France aussi, je sais. J'ai beaucoup reçu de ma famille aussi. Il y a énormément d'amour. Mais il faut que je le rende d'une manière ou d'une autre. Et la première chose à faire, c'est d'investir pour moi, je pense. Pour toi, est-ce que ça rattraperait un peu tes années perdues sur le continent ou pas? J'espère. Ouais. J'espère. Que ce soit d'investir sur le continent, mais aussi en France, pour les jeunes issus de l'immigration. Parce que je t'en parlais un peu avant le podcast, mais mon copain, il vient d'acheter. Mhm. Donc, on a parlé aussi d'achat. Et moi, à la fin de mes études, ma volonté, c'est aussi d'acheter un appartement à 3, un appartement étudiant, où le but serait de favoriser les étudiants étrangers. Parce que Ok. moi, quand je cherchais un appart, ça a été très compliqué aussi, du fait que j'avais un récépissé à ce moment-là, Mhm. que mes parents, ils n'avaient pas forcément comment on appelle ça là, les garanties qu'il fallait. Ma mère, elle n'avait pas forcément les garanties assez de sous pour être la garante de mon appart. Donc, je suis passée par les garanties visales, Ouais. par les trucs, les ci, les ça. Et si je peux épargner ça à des étudiants pour qu'ils puissent faire leurs études de manière sereine, si je peux apporter des choses, juste à mon échelle, ça me ferait le plus grand bien du monde. Ouais. T'aimerais bien que d'autres étudiants n'aient pas Ouais, à vivre ça. ouais. Ouais. Ok. Et comment, on va revenir sur l'épisode du Cameroun, mais pour toi, comment ta famille du Cameroun te perçoit-elle aujourd'hui? Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ce que j'ai pas dit, c'est que je suis partie un peu de manière précipitée. Ça veut Ok. dire que j'étais tellement pas bien, j'en avais parlé à ma mère, je l'ai prévenue plusieurs fois. J'ai besoin qu'on sorte, j'ai besoin qu'on fasse des trucs, tu sais comment je suis. Mhm. Et là, pour toi, je me retiens de pas m'exprimer. Parce que je sais qu'on pourrait dire, ah, c'est l'éducation qu'elle leur a donnée, tu Mhm. vois. Et pour toi, je me contiens, mais je me contiens. Mais j'ai besoin de faire des choses, tu vois. Je suis pas une femme comme ça. Elle le savait. Et en fait, on a laissé le temps passer et on n'a pas pu faire grand-chose. Donc en fait, moi, j'ai décidé de changer mes billets. J'ai décidé de changer mes billets parce qu'il est hors de question que... je suis désolée, hein, que mes jours de congé, déjà, comment c'est dur de poser des jours de congé dans la France de Macron, que mes jours de congé, ils servent à ce que je ne fasse rien, que je sois pas stimulée, que ce soit par l'environnement, que ce soit par les proches. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je Mhm. fais là? J'en ai parlé à ma mère au moment où j'ai changé mes billets. Et sa réaction a été d'en parler à ma famille directement. Donc, elle m'a poussée sous les rails. Donc, ça a été compliqué sur le coup.
Et ma famille me l'a reproché. D'être partie plus tôt. Ouais, d'être partie plus tôt en mode tu nous as pas laissé le temps, un peu d'ingratitude aussi, tu vois. Donc bon, ça franchement, je comprends. Hein. Mais sur le coup, je savais. Sur le coup, en fait, j'étais trop arrivée avec des attentes irréalistes du pays. Ouais. Donc pour moi, c'est qu'un premier pas. J'y retournerai, c'est sûr et certain. Je suis pas rentrée avec une mauvaise image de l'Afrique ou quoi que ce soit, loin de là. Mais je suis rentrée avec une image plus réaliste et notamment de mes attentes. Donc j'y retournerai et cette fois plus préparée, on va dire. En ayant une autre image, quoi. Ouais. Et justement, puisque là, tu t'attendais à beaucoup aussi, tu tireras en fait, je pense que tu devrais y retourner, mais petit à petit. Tu vois, chaque petit pas, tranquillement, et puis... Ouais, c'est ça. Et même pas que le Cameroun, tu vois. Il y a d'autres choses, Ouais. d'autres parties du continent que j'aimerais bien découvrir. Donc, Ok. Tu dirais, du coup, que là, t'es un peu entre deux. C'est-à-dire? Parce que, du coup, en France, avec l'administration, etc., pour être française sur le papier, voilà, c'est quelque chose qui dure très longtemps, etc. L'administration te le fait comprendre. Mais arrivé au Cameroun aussi, tu ne t'y retrouves pas aussi. Du coup, au final, où est ta place? Je me pose la question. Hein. Ça, je me pose la question. Je t'ai dit, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit que je mettais un peu en parallèle ma recherche. Non, quand j'ai dit que j'ai mis un peu en pause ma quête de sens, c'est que est-ce que j'arriverai réellement quelque part? Et le coup du Cameroun, ça m'a mis ce stress de je cherche quoi au final? Donc je suis pas sûre que cette recherche, elle me soit bénéfique mentalement. J'ai peur que ça m'apporte juste trop de stress et de questionnement sans réponse. Parce que je pense que t'overthink, tu réfléchis et tu vas nulle part en fait. Et j'ai vraiment peur de ça, je pense. Ouais. De pas arriver quelque part avec ma recherche. Okay. Donc là, ouais, je suis complètement entre deux. Et on va dire, pour l'instant, on va dire que je mets les choses sous le tapis. J'essaye de pas trop y réfléchir parce que sinon, c'est accepter que je suis entre deux et que j'appartiens à nulle part, quoi. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'avoir choisi un camp? Par exemple, quand tu es revenu du Cameroun, tu t'es dit, comme tu as dit, en fait, voilà, tu as fait ta vie en France, etc. Donc, au final, tu es française, il manque juste le papier, quoi. Et d'avoir mis une pause justement à ces recherches, est-ce que tu dirais que tu as choisi un camp malgré toi? Je pense malgré moi, ouais. J'ai dû choisir et je suis alignée aussi avec ça. Parce que, comme j'ai dit, je connais que ça, en fait. J'ai essayé, on va dire, je sais pas si j'ai fait de mon mieux, mais j'ai essayé. Le fait de ne pas connaître sa langue, sa culture, et d'être accompagnée de personnes qui peuvent pas non plus t'enseigner ces choses-là, tu vois. Je sais pas. Mais je pense pas que ce soit définitif, genre... je me considère comme française d'origine, forcément. Et je suis fière de mes origines et j'y retournerai, je ferai mes recherches du coup, camerounaise d'origine. Congolaise d'origine. Ah, du coup, congolaise, puisque t'as dit française d'origine. Française d'origine, non, rwandaise d'origine. Ok, donc tu te considères... Jusqu'à je réfléchis. Tu vois à quel point c'est... Ouais. Mais ouais, rwandaise d'origine. Et ça, je mets un point d'honneur quand même à dire que je suis rwandaise. Parce que c'est l'origine de mes parents. C'est leur vécu, c'est la guerre, c'est ce qu'ils ont traversé, ce qui les a poussés à en arriver là. Le Congo et le Cameroun, pour moi, je considère ça comme une étape. Parce que, ok, je voulais découvrir le Cameroun, mais en tant que pays touristique, parce que c'est pas non plus le pays de mes parents, tu vois. Et quand on était au Cameroun, la famille, elle se réunissait et elle parlait seulement le Kinyarwanda, qui est le dialecte rwandais. Et en plus, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que même en étant d'immigration rwandaise au Cameroun, mes oncles et tantes ont quand même fini par se marier à des Rwandais. Ok, donc au final... Donc au final, en fait, toute la famille est encore rwandaise, tu vois. Donc on va dire, ça se mélange pas trop. Et même moi, dans ma relation actuellement, mon copain est martiniquais, donc moi, je sais que ça va se mélanger au bout d'un moment, tu vois. Et
t'as ce truc où ils restent dans leur sphère, dans leur truc de... Ils sont ensemble. Et même au Cameroun, j'ai senti que t'as cette volonté de pas forcément vouloir se mélanger. Ouais. Parce que eux aussi sont très rwandais au Cameroun, tu vois. Et je me dis, moi, c'est pas du tout cette éducation que j'ai eue, tu vois. Donc j'essaye à tout prix de retrouver cette part de rwandais en moi, que ce soit au niveau des chansons aussi. Je demande à mon père et à ma mère de m'envoyer des chansons de chez eux, des trucs comme ça. J'ai assisté au mariage de mon oncle. Ouais. Donc je pense aussi au fait d'avoir un mariage traditionnel, si j'ai la possibilité, ou ce genre de choses, d'être plus proche de ma culture, les vêtements. Donc ouais. Ok. Et donc là, on va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te transmette ou qu'on te dise des choses différemment, que ce soit au niveau de la culture, de l'histoire, du parcours? Totalement. Ouais. J'aurais aimé qu'on me transmette tout court, en fait. Qu'on me transmette tout court et que j'ai pas à chercher. Parce que c'est très dur de chercher quand on sait pas ce qu'on cherche. Tu sais pas par où commencer, en fait. Tu sais pas par où commencer. Tu sais pas quelle est la bonne information. Parce que concernant le génocide rwandais aussi, il y a une part de responsabilité de la France. Et donc, tu es aussi dans cette dualité de j'apprends ça, mais est-ce que ça change ma vision du pays? Est-ce que ça change mon envie de quand même me développer dans ce pays-là, m'installer, etc. Ouais. Je sais pas. Tu te questionnes beaucoup, en fait, Je au final. questionne. Et c'est interminable. C'est interminable, exactement. Okay. J'aurais juste préféré avoir une transmission simple. Quelque chose, un lien direct, quoi, un lien d'affiliation. Ouais. Tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, tu sais qui sont tes grands-parents. Il y a aussi un truc que j'envie beaucoup. Je sais pas si tu as vu en ce moment le truc de ton nom de famille te dit qui sont tes ancêtres. Oui. Mais moi, j'en ai aucune idée, tu vois. Et ce truc de savoir que tu viens de telle ethnie, de tel village, je suis en mode, mais je trouve ça fou. Et je trouve ça super beau. Mais j'arrive pas. Genre, moi, j'ai rien. Ok. C'était hyper intéressant. Pour la dernière question, j'aimerais que tu dises, ou tu lis, je sais pas si tu emmenes une lettre ou quoi, que tu me dises quelque chose que tu aimerais bien que la MJ petite entende. Qu'est-ce que tu aimerais bien te dire? Bichette. Alors, excusez-moi. Repose-toi. Vraiment, Bichette, repose-toi. C'est pas la peine de trop réfléchir. Des fois, t'auras pas les réponses tout le temps. Tu dois être OK avec ça. Non. Ça va aller. J'ai envie de dire ça va aller. Parce que des fois, juste, on se prend la tête, on réfléchit. Et je sais que ça finit toujours par aller. Je sais que t'as lutté, t'as fait de ton mieux, etc. Et ça va aller. Ok, merci beaucoup. Ok, bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode du podcast. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et les épisodes sont maintenant disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Donc, tout est en bio. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains épisodes. Bye. Merci de m'avoir invitée. Je savais qu'à un moment donné...